Ok, je crois qu'on n'a jamais été si proche de la sortie des next-gen de Nvidia. Et depuis le début, les leaks pointent tous dans la même direction. La prochaine génération continue la même trend qui a commencé il y a quelques années. Elle consomme encore plus d'électricité qu'auparavant. Bon, il faut bien les nourrir après tout. Et au moins on aura des cartes ultra puissantes, c'est trop bien. Ou peut-être pas. Thibaut InShape, lui, comme tous ceux qui s'investissent dans la musculation, font les mêmes choses. Déjà, ils vont à la salle régulièrement, et pour être sûr que cet entraînement porte ses fruits, ils mangent aussi beaucoup de protéines. C'est le carburant dont ont besoin nos muscles pour grandir. L'entraînement prend du temps et de l'énergie. De la même manière, designer des cartes graphiques prend du temps, des ressources et une bonne grosse dose de recherche et d'ingénierie. Sauf qu'une manière d'accélérer le processus de gain de performance est de doper ces cartes. Alors, je vous préviens, vous aurez du mal à faire prendre des médicaments à votre GPU et insérer une seringue dans le DisplayPort, on va pas vous emmener plus loin. Au lieu de ça, Nvidia et AMD donnent toujours plus de jus à leur joujou. Et alors à ce moment-là, on finit avec une RTX 4090 à plus de 450 watts et une RX 7900 XT dans le même ordre de grandeur. Et ces niveaux-là commencent à poser de sérieux problèmes parce que des cartes qui consomment autant d'énergie vont chauffer comme jamais. Déjà, la 3090 FE consomme 350 watts et un refroidissement de fou malade pour la garder au frais. Et personnellement, j'ai du mal à imaginer le refroidissement d'une 4090 qui consomme 30% de plus. Ouais, pendant Turing, la méta, c'était des refroidissements de 2 slots. Cette génération, c'était plutôt 3 slots. Et bon, je pense que dans le futur, on peut s'attendre à avoir des gros blocs de 4 slots dans votre boîtier. Mais en fait, il y a un moment où augmenter l'épaisseur du radiateur n'augmente plus l'efficacité d'un refroidissement. À moins d'avoir des turbines intergalactiques à la place de ventilateurs, j'imagine. Mais c'est pas souhaitable pour vos oreilles. C'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart des water cooling custom, on place plusieurs radiateurs à des endroits différents plutôt que simplement un énorme bout de métal à un endroit. Du coup, la question que je me pose alors, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller avant d'avoir un GPU qui n'est plus capable d'être refroidi par de l'air, mais seulement sous eau. Parce que en fait, c'est trop bien de donner des GPU ultra puissants dans les mains des gamers, mais après avoir boosté vos puces avec des protéines, en fait, ça leur ferait pas de mal de manger des pommes. Apple, il y a 2 ans, ils ont décidé d'entamer une transition depuis les processeurs Intel x86 classiques à leur propre processeur ARM. ARM, à la base, c'est une architecture utilisée dans l'électronique embarquée, notamment dans les smartphones. Son avantage, c'est d'être ultra efficace d'un point de vue énergétique, mais jusque-là, les puces sous ARM n'étaient pas des grosses machines de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais depuis quelques années, ça n'est plus le cas, avec l'arrivée des puces M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra entre 2020 et 2021. Selon Optimum Tech, son MacBook Pro M1 Max rivalise complètement avec sa config Ryzen 9 5950X RTX 3090 en fonction des tâches. Je sais pas vous, mais le fait qu'un PC portable puisse rivaliser avec de l'ultra haut de gamme plein format, personnellement, ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. À une autre échelle, mon MacBook Air M1 rivalise complètement avec ma config 3700X RTX 2060 dans DaVinci Resolve. C'est mon logiciel de montage. Ah tiens, et anecdote marrante, depuis 2 ans, le supercalculateur le plus puissant du monde est basé sur ARM. Ouais, rien que ça. Toutefois, malgré les avantages de la performance par watt incroyable apportée par Apple, rien n'est ni tout noir ni tout blanc. Déjà, la transition x86 vers ARM prend des années et nécessite une volonté du côté des développeurs pour adapter leur soft à une autre architecture. Mais aussi, et là Apple n'a pas vraiment changé ses habitudes, mais les puces M1 ont beaucoup de retard dans le gaming. Donc pour de la musculation, en fait, Apple a réussi à innover pour soulever des poids toujours plus lourds. Mais ce ne sont pas limités à l'architecture classique du corps humain. En fait, ils se sont construits une sorte d'exosquelette pour être plus efficace. Par contre, adapter cet exosquelette aux haltères et aux machines, ça prend du temps. Pendant ce temps, Nvidia et AMD sont restés aux méthodes traditionnelles. Et en fait, ils transpirent leur grand-mère pendant qu'ils soulèvent de la fonte. Et leur corps consomme tellement d'énergie que par un moment, il va craquer. Donc, ça veut dire que ARM pourrait être carrément la solution pour Nvidia et AMD ? D'abord, il faut qu'on aille checker les statistiques de Steam. Et là-bas, on voit que le jeu le plus joué, et de loin, c'est CSGO. Un jeu de 2012 qui tourne sur Source, utilisé depuis 2004, qui est lui-même issu de Gold Source, le moteur de Half-Life, étant lui-même issu de ID Tech 2, utilisé dans Quake, sorti en 96. Voilà, donc là je vous parle de jeux qui datent sa mère, et si vous êtes de la génération Fortnite, c'est possible que vous en ayez jamais entendu parler. Bon, sauf peut-être pour les nerds de Minecraft qui voient le nom du jeu apparaître quand on veut un FOV de 120. Mais bon. Le deuxième jeu le plus joué, c'est Dota 2, qui fonctionne aussi avec Source. Apex, c'est basé sur une version modifiée de Source, et GTA V tourne sur Rage, dont la première version a été publiée en 2006. Pour parler au GPU, Windows doit passer par le driver de la carte graphique. Il fait le traducteur pour permettre au GPU de comprendre ce que demande Windows. Avoir un driver, c'est très pratique en fait parce que les systèmes d'exploitation ne parlent pas la même langue que les cartes graphiques. Et du coup, si jamais un GPU est amené à changer de langue,
comme en passant sous ARM par exemple, et ben en fait le driver peut continuer à traduire la langue de Windows sans que l'OS ni les logiciels n'aient à s'adapter. Récemment, et puis après moult de reports, Intel Arc, la série de cartes graphiques d'Intel, est enfin sortie. Son premier modèle, c'est le A380, comme l'avion, mais par contre, elle a les performances d'une 1050 Ti, bof, c'est pas un jet ça. Selon les rumeurs, la série A a été repoussée plusieurs fois à cause de problèmes de driver. Et quelques jours après la sortie de Intel Arc, Intel a complètement décidé d'annuler la série B, qui était pourtant supposée être la série plus milieu de gamme. Tout ça encore une fois à cause des problèmes de driver et peut-être même des problèmes plus côté hardware selon les rumeurs. Le truc, c'est que designer un driver qui marche avec tout un tas de technologies plus ou moins vieilles prend énormément de temps. Oui, c'est bien vous que je regarde, Source et DirectX 9. Et même au lancement de la 380, Intel a spécifié que la carte était optimisée pour DirectX 12 et que les jeux qui fonctionnaient sur des technologies plus vieilles pourraient voir leur FPS en gros être divisé par 2. C'est-à-dire que CSGO, Dota 2, Apex, GTA 5, les jeux les plus joués sur PC, enfin sur Steam, dans le monde étaient globalement injouables sur une A380 déjà médiocre. Et si AMD et Nvidia décident de faire le saut vers ARM, ils devront designer un tout nouveau driver, et j'espère pour eux qu'il fonctionnera mieux que celui d'Intel. Bon, jusque-là cette vidéo était plutôt spéculative. Est-ce qu'on va obtenir des graphiques sous ARM ou pas? Je travaille ni chez Nvidia ni chez AMD, et ça serait mentir que vous dire que c'est sûr, que ARM c'est l'avenir, etc. Cela dit, tous les gamers ont à y gagner. Et pas seulement les consommateurs de l'ultra haut de gamme. En fait, c'est même surtout ceux qui ont l'habitude d'acheter des cartes qui finissent par 50, 60, qui auraient leurs intérêts servis. Parce que la réalité, c'est que quelqu'un qui a le budget pour une 4090, ça lui est égal d'acheter une alimentation plus grosse ou investir dans un water cooling custom pour nourrir et refroidir son petit joujou. À chaque génération, ils sont garantis d'avoir une upgrade significative, peu importe les frais en fait. Et c'est moins le cas de ceux qui ont un budget très serré. Pendant cette génération, les cartes graphiques d'entrée de gamme ont été aberrantes. Genre aberrantes. La RX 6400 pue la grosse merde. Sa grande sœur, la RX 6500 XT, ne fait pas exception non plus. Les deux cartes ne dépassent pas la GTX 1650 Super, qui était l'entrée de gamme de la dernière génération. Tout ça à des prix ridicules. Mais bon, le côté prix, on peut mettre ça sur la faute de la crise, j'imagine. Enfin bref. Je ne vais pas revenir sur la A380 non plus, qui était exécrable. Ce qui est assez effrayant, c'est que ces cartes-là n'arrivent pas à être aussi bonnes que leur équivalent de la génération d'avant ou encore celle d'avant. Mon hypothèse, c'est que comme ces cartes ne bénéficient pas du boost de consommation comme les autres, elles ont du mal à décoller de la même manière. Peut-être que l'efficacité énergétique apportée par ARM permettrait à ces GPU d'entrée de gamme de se faire une vraie place. Toutes les entreprises qui fabriquent des processeurs ont une licence pour utiliser ARM. Et Nvidia en a bien conscience. Ils ont essayé de racheter ARM, mais ont été interdits pour pratiques anticoncurrentielles. Tout ce qu'il nous manque en fait, c'est que d'autres suivent ce qu'a prouvé Apple possible en sortant au grand public des puces puissantes et ultra efficaces sous ARM. Comme quoi, la 4090 et la 7900 XT révèlent au sein même de leur design une future révolution dans le monde des GPU, comme celle lancée par Apple côté portable. Même le meilleur bodybuilder doit manger 5 fruits et légumes par jour. Bref, c'est tout pour moi. Si t'as kiffé, abonne-toi. C'était Antonin. Faut regarder l'auberge d'internet.